Avant de continuer, il y a un dossier qu'on a plaidé au mois de novembre, à la Cour supérieure de Montréal, juste en face de mon bureau. Puis, il y a eu la question de prudent et diligent. Le client a acheté un immeuble de 400 000 et il y avait des vices cachés par la suite qui se sont révélés. Par contre, ce que la partie adverse a fait, elle a dit, vous avez pris combien de temps vous visitez, c'était un 4 logements. Combien de temps vous avez pris pour visiter le 4 logements, monsieur? Oh, 1h15, 1h30. OK. Vous visitez les 4 logements? Ouais, il y en a peut-être un que j'ai pas vu. Alors, la Cour a dit que le client n'a pas été prudent et diligent en prenant juste 1h30. Puis je pense que le débat, c'est entre 1h puis 1h15. Ils l'ont tellement contre-interrogé. Finalement, on a peut-être là longtemps. Ma conjointe était dehors. J'ai visité ça, j'aimais ça, j'ai fait une promesse d'achat. Fait qu'il a été déclaré non prudent, non diligent, puis il a perdu sa cause. Fait que quand vous visitez, vous, avec un client, une cliente, ou les deux, ou plus, prenez le temps de voir l'immeuble. Prenez le temps. Et s'il faut revenir une deuxième fois, de grâce, revenez une deuxième fois, pour que s'il arrive un dossier de cours qui ne dise pas, ben oui, le courtier m'a dit, une demi-heure, vous visitez un 4,5, un 4 logements, une demi-heure, c'est assez. Ben là, lui, là, s'il est poursuivi, il va peut-être vous poursuivre et dire, hey, je me dis que c'était assez, moi, pour être prudent et diligent, visiter un 4 logements, que ça prenne une demi-heure ou une heure, alors que c'est pas vrai. Puis il y a même un avocat qui te l'a dit dans une formation. Moi, je suis tout témoin, là. Et donc, quand vous faites visiter un immeuble, mettez-vous dans la tête l'importance que ça peut avoir pour un dossier de cours, puis il y en a de plus en plus, que votre client et vous preniez tout le temps qu'il faut pour visiter l'immeuble. Je peux pas vous dire, bon, mais prends un bungalow de 2000 pieds carrés, ça va prendre 2 heures. Je peux pas vous dire ça. C'est selon votre bon jugement. Mais je vous avise que moi, il y a un de mes clients qui a perdu sa cause parce que visiter durant 1h15, un 4 logements. Est-ce qu'il a été fait inspecter? Du tout. Il l'a pas fait inspecter? Du tout. On l'a essayé pareil. Okay. Il y a plusieurs questions. Puis quelle heure est-il, mon cher monsieur? 9h50. On va se rendre jusqu'à 10h30. Ça vous va? Pour la pause. Bon, je ne sais pas qui a levé la main en premier. Madame. Au niveau du prudent et diligent, là, la jurisprudence, les acheteurs qui choisissent de ne pas inspecter l'immeuble par un inspecteur en bâtiment, à quel point est-ce qu'ils se font battre à cause, si on veut, sur le fait d'être prudent et diligent? C'est quoi l'impact sur une cause d'un client, d'un achat qui n'a pas fait inspecter à la base? Très bonne question. Pas beaucoup d'impact, à ma grande surprise, parce que les vices cachés sont cachés. Alors, si vous prenez le meilleur inspecteur préachat qui va charger 600 $ pour un bungalow de 250 000 à Laval, il ne trouvera pas les vices cachés. Moi, c'était ça ma défense pour venir sur le dossier. On a dit à la juge, monsieur aurait passé 6 heures, madame la juge, dans la bâtisse. Mais il faut que je vous dise une chose, la bâtisse est à Centenaire. Il aurait passé 6 heures, il ne les aurait jamais vus, ces vices cachés-là. En fait, je pense que la juge m'a mal compris. Et finalement, le monsieur n'a pas pu avoir de dédommagement. Et puis il y avait une question aussi de dépréciation. On avait un bon témoignage de notre expert, M. Mario Tétrault, sur la dépréciation. Parce qu'il y en a sur un immeuble de 100 ans, n'est-ce pas, de la dépréciation. Et finalement, ça n'a pas marché. Moi, je suis assez transparent pour vous dire les causes que j'ai eues, celles qui ont marché, puis celles qui n'ont pas marché. Parce que celles qui n'ont pas marché me rappellent d'une depuis 7-8 ans. Là. Alors, ma moyenne est assez bonne dans les tribunaux, soit pour les plaider, soit pour les régler. Il y avait une deuxième question, je pense, monsieur, si ma mémoire est bonne. En répondant à cette question, vous avez... Ah, est-ce qu'il y en a d'autres à qui j'ai répondu? Monsieur? Disons, on poursuit le vendeur ou n'importe quel expert qui a vendu le bâtiment.
70 000. Il n'a pas. Il est mort. Il n'habite plus au Canada. C'est quoi ton recours? La plupart du temps, ils n'auront pas l'argent. Tu ne peux pas aller chercher 70 000, 30, 40 000 de quelqu'un. Juste comme ça, ils vont dire « Ah, j'ai des enfants à payer, j'ai des factures à payer. » Alors, tu n'auras pas d'argent. Je me rappelle pas quand ça m'est arrivé d'avoir un jugement, puis de ne pas m'assurer que le défendeur ou les défendeurs ou la défenderesse avait l'argent, puis d'avoir un jugement, puis de dire « Ah, on le met sur le mur. Ça va être un beau cadre, on n'aura pas un sou. » Je me rappelle pas quand ça m'est arrivé, parce que je prends des précautions. Je dis « Là, je poursuis 300 000. Est-ce qu'ils ont l'argent à l'autre côté? » Sinon, on fait faire une enquête de crédit. Je fais affaire avec rapide investigation. Notez ça, une enquête de crédit. Ah, ben, regardons ça, il y a 3 millions. Bon, ben, on y va. Sinon, je ne vais pas. Je ne vais pas. Francis. Il y a un vice caché, propriétaire, mari et femme, 50-50. Un vice caché, c'est un jugement de 50 000. Monsieur a de l'argent, madame en a pas. Est-ce qu'on est tous les deux responsables de notre 50 ou est-ce qu'un est responsable parce qu'il a de l'argent, il paye le 100 C'est la bonne réponse, c'est solidaire. Donc, je peux réclamer le 100 000 à un ou à l'autre ou aux deux. Même si c'est pas écrit sur les ouais. Ben, si c'est les deux qui sont condamnés à payer 100 000, le juge dit pas « Monsieur 50, Madame 50 ». S'il dit ça, je suis obligé d'y aller selon son jugement. S'il ne dit pas, c'est les deux pour 100 000. Monsieur? Vous parliez d'investigation rapide. Rapide investigation. Bon Dieu, ça fait au-delà de 20 ans que je fais affaire avec eux. Là. L'enquête de crédit que vous faites, par exemple, si vous représentez l'acheteur, vous faites une enquête de crédit sur les vendeurs, à savoir s'ils sont, par exemple, en mesure de vous l'inverse, sans le consentement Des vendeurs? Vous représentez le vendeur Je représente le vendeur? dans un vice caché. Oui. Vous voulez, pardon, L'acheteur. Puis vous voulez poursuivre les vendeurs. C'est bien ça? Vous pouvez faire une enquête de crédit sur les vendeurs sans leur consentement, parce que d'habitude, Oui, monsieur. le consentement est signé des personnes. Si vous voulez faire une enquête de crédit sur moi, vous devez avoir ma signature absolument. Donnez-moi 48 heures, je vais vous dire ce que vous avez, dans quelle institution financière, quelle carte de crédit, quel immeuble. Donnez-moi 48 heures, peut-être 3-4 jours. Pourquoi qu'on fait signer toujours, partout où on va, on signe pour notre enquête de crédit pour donner notre consentement à le faire alors? OK. Moi, j'ai toujours fait ça. Moi, je l'ai fait faire une il n'y a pas longtemps pour un client dans le bout de Vancouver. Là. Puis, il m'a tout sorti. Je n'ai pas besoin de permission. Non, parce qu'eux ont des amis à la Banque nationale, chez Desjardins. Hey, le tel compte de M. Caisse, là, comment est-ce qu'il y a dedans? Madame. Ça fait suite un peu à la question de monsieur par rapport à la chaîne un peu entre les propriétaires. Est-ce que ça va jusqu'à une succession dans le cas où la propriétaire ou le propriétaire est décédé? Est-ce que la succession peut se voir imposer? Absolument, madame. Excellente question. Oui, j'ai un dossier. La madame reste ici à Laval. Elle vient pas au bureau, il faut venir la voir. Puis, elle était liquidatrice, donc elle est poursuivie comme liquidatrice pour la succession, pour une affaire au-dessus de 100 000, là, un vice caché. La succession a vendu l'immeuble, puis là, il faut la défendre là-dedans. Puis là, j'ai oublié de le dire, vous pouvez demander aussi à vos clients, « Hey, as-tu une assurance qui te protège contre les vices cachés? Tu te fais poursuivre en vice caché, il y a une réclamation. » Moi, je le demande toujours. Avez-vous une assurance qui vous protège? Je me rappelle de ne pas en avoir trouvé une depuis des lunes. Par contre, il y a des assurances qui existent par vos concurrents. Je ne sais pas ici s'il y en a une. Il y a un 5 000 pour payer les avocats. Ouais, Lepage, Remax. Il y a une assurance de 5 000. Je ne sais pas si ici ils l'ont. Puis c'est des programmes, ça pourrait peut-être s'étudier. Vous dites à votre client, ça vous coûte 200 $. Vous avez une assurance de 5 000 d'avocats qui, si vous êtes poursuivi en vice caché. Je vais en parler à... Pardon? Ça, c'est la bannière. Oui.
J'ai pensé à partir d'une compagnie d'assurance pour ça, mais en tout cas. Ça s'achète-tu en privé? Bonne question. Bonne question. Toutes les assurances, là, vraiment surprenantes. Moi, je fais affaire avec Racine et Chamberlain sur Métropolitain. Ça peut assurer un éléphant, ça peut assurer toutes sortes d'affaires, là. Alors, Racine et Chamberlain. J'en parlais à Pascal. Oui, Remax, ils donnent 5 000. 40 000 vis cachets pour 2 ans. 40 000 de vis cachés pour 2 ans. Oui. Parce qu'il y en a tellement. Bon, alors on continue toujours de la page 21, mon cher, oui. Garantie de qualité. Alors, les vices apparents, c'est ceux qui vont trouver un bon inspecteur préachat. Il y a différentes qualités. Est-ce qu'il est membre d'une association? Est-ce qu'il y a une assurance? Est-ce qu'il y a des gens ici, des courtiers qui réfèrent des clients à des inspecteurs préachat qui n'ont pas d'assurance? Levez donc la main. La porte est là. Non, hein? Alors, j'avais une belle discussion hier avec un directeur d'agence, puis on disait ça, qu'il y a eu plusieurs inspecteurs préachats. Il dit, je me suis mis à regarder, moi, je suis sûr que je référais. Il y en a une qui m'a dit, je pense qu'il n'y a pas d'assurance. J'ai demandé. Voyons donc. Fait que là, il a révisé sa liste d'inspecteurs préachats pour référer à ses clients, ceux qui sont membres d'une association, puis il n'y en a pas juste une, il n'y a pas juste celle sur Hippolyte, mais il y a aussi à vérifier sur une assurance. Parce que s'il est poursuivi, lui, il n'y a pas une scène. Je disais, madame, vous êtes poursuivi en vice caché, là, je ne peux pas poursuivre l'inspecteur préachat. Il n'y a pas un sous-noir. Souvent, c'est les clients qui nous le disent. Tu sais, dit tout de suite, il vient de se divorcer, il vient de se faire laver, il n'y a plus un sou. Mais je dis, on ne peut pas le poursuivre. Si j'ai un droit de le poursuivre, je ne peux pas le poursuivre s'il n'y a pas d'assurance. Puis, c'est pas juste, hey, as-tu une police, as-tu une assurance pour couvrir tes faits et gestes, tes erreurs, tes omissions? Oui. Je peux-tu en avoir une copie? Je vais mettre ça dans mon dossier. Vous en faites chanter des chansons plus que vous le pensez. Moi, je vous le dis, là, par n'importe qui, là. C'est rendu comme ça. Il faut prendre de plus en plus de précautions. Puis là, on me sollicite aussi beaucoup pour vous dire, on ne parle pas de vice caché, mais remplir les promesses d'achat, les modifications, arrêtez de faire des erreurs, lisez-vous 3 fois. Moi, mon bureau, ils sont condamnés à se relire 3 fois. Pas une lettre, là. Je dis, tu te relis 3 fois, tu ne me présentes pas une lettre avec une erreur, puis qui manque des espaces, puis des virgules. 3 fois. Puis idéalement, vous le lisez une fois, ensuite vous faites d'autres choses, vous revenez, ça c'est des trucs, puis là vous prenez du recul. Ah, regardons ça, j'avais pas vu ça. Moi, je commence mes textos le matin, 5h30, 6h, puis mes courriels. Puis là, j'arrête, puis là, je reviens 15 minutes après, je regarde le courriel. Ah, ben regardons ça, la première fois, j'avais pas vu ça. Alors, vos promesses d'achat, vos modifications, déclaration du vendeur, accorder une grande importance. Il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de déclarations de vendeurs que je vois. Ah, regardons ça, c'est pas coché. Ah, regardons ça une deuxième fois. Mais là, moi, on ne peut plus le recocher, c'est fini, là. On est 2 ans après avant, puis il y a un vice caché, puis qu'est-ce que ça voulait dire? Fait que là, le courtier commence à avoir chaud. Comment se fait? C'est vous qui êtes responsable de faire remplir ça. Comment se fait que c'est pas rempli? Peut-être votre cliente va revenir contre vous. Je parle du courtier immobilier. Puis si vous êtes poursuivi, vous ne me donnez pas de travail. Vous n'aurez pas ce plaisir-là. Vous êtes défendu par la Farcic. Ou moi, je peux intervenir. Je suis intervenu dans un cas, à un moment donné. Il était à Saint-Hubert. Puis, je ne dis pas le nom, mais je peux dire l'agence. C'était un Sutton. Accusé de fraude. Fait que là, en tout cas, en décortiquant le dossier, en prenant des heures, je dis, il n'y en a pas de fraude. La Farcic avait dit, on vous défend pas, puis tout ça. Fait que là, nous, on a répondu à l'accusateur. Puis finalement, il n'y a pas eu de recours. Puis il est encore content qu'il n'y a pas eu de recours parce que moi, je suis intervenu pour répondre. Alors, mais on m'a dit, avant la Farcic, elle ne répondait pas. Là, on m'a dit qu'elle avait commencé à répondre. Si vous recevez une mise en demeure, ils vont vous rencontrer, ils vont vous demander le dossier, puis là, ils vont répondre pour essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Ça, j'ai entendu ça récemment, là.
qu'on est en train de vendre une propriété et que notre acheteur dit mon père est constructeur, il connaît la construction. Est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être de faire signer une espèce de non-responsabilité parce que notre Par qui? Par l'acheteur. Parce que dans notre paragraphe, on dit un professionnel ou quelque chose comme ça, mais on ne détermine pas. Ça serait peut-être bon de l'écrire que l'acheteur a choisi son beau-père pour aller vérifier, puis vous l'avez avisé, malgré ma recommandation de prendre un bon inspecteur pré-achat. Oui, ça vous protégerait. Tout ce que vous pensez pour vous protéger, de grâce, mettez-le. Sinon, on va se revoir bien avant que vous le pensez. Oui, madame? Où est-ce que tu écris ça? Écris ça où? Bien, dans notre offre d'achat, c'est écrit, là, au numéro 8, la condition numéro 8, pour l'inspection, c'est écrit dedans. 8.1. C'est ça, là, parce que le client choisit son inspecteur, puis nous autres, on coche. T'en plein ça? Mais là, s'il n'est pas inspecteur, le gars, s'il n'est pas assuré, si c'est un Joe Blow. Alors, dans cette clause-là, moi, j'écrirais mon client a décidé de demander à son beau-père de faire l'inspection pré-achat malgré mes recommandations. Ça arrive après qu'on finit les formulaires, parce qu'on coche, OK, on a date Oui. limite, Oui. et après, finalement, l'acteur décidait que non, je ne voulais pas inspection. C'est ça. Un amendement. Pour vous protéger, vous. Parce que s'il arrive à la cour et se fait poursuivre, comment ça se fait que vous m'avez laissé prendre mon beau-père? Pourquoi vous ne m'avez pas dit de prendre un bon inspecteur pré-achat? Puis il y en a qui prennent des photos, puis il y en a qui font des recommandations pour aller plus loin, engager un plombier, parce que là, ça dépasse mes compétences. Pourquoi vous ne m'avez pas dit de faire ça? Mettez-vous une chose dans la tête. C'est beau, le courtage, puis on est bien, des belles affiches, des belles maisons, tu sais, des bons cafés, puis tout ça. Mais s'il y a un problème, on va essayer de vous trouver tous vos défauts dans la transaction. Tout, je vous le dis, tout. Puis si c'est un petit peu trop grave, vous recevez « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Voyons donc. OASIC, demande d'assistance. On a une plainte de madame. Elle se fait poursuivre en vice caché. Puis pourquoi vous n'y avez pas dit ci, ça, ça, ça? Vous pensez que l'OASIC est de votre côté? Oui. Mais pas l'OASIC côté disciplinaire. Vous rentrez là, vous avez hâte de ressortir, je vous le dis tout de suite. Pour les courtiers, j'en ai défendu tellement. On fait ça, on défend des courtiers, sont accusés en discipline. Puis l'OASIC demande des suspensions d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Puis là, ils sont en larmes devant nous, hommes comme femmes. Écoutez, maître Caisse, si je suis pendu durant 2 mois, je vais vous dire, bien honnêtement, là, je perds tout. Pas de salaire, pas d'assurance chômage. Y en a-tu qui ont des réserves 2 mois et plus? Fait que là, vous pouvez avoir une demande d'assistance. S'il y a des documents qui ne sont pas clairs, puis j'aime ça la question de madame, s'ils disent, on veut pas d'inspecteur pré-achat, mais j'ai mon beau-frère. Ici. Moi, je t'ai recommandé d'en prendre un, toi, tu dis non. Fait que si vous amènez à la cause, j'ai recommandé d'en prendre un, puis il a dit non. Je vous dirai jamais assez de vous protéger. Moi, je suis ici pour vous protéger. C'est pas vous autres là, qui allez faire mes clients. Il y en a quelques-uns là, pour des choses personnelles, j'en ai. Puis depuis la publicité ici pour ma formation, il y en a qui m'ont appelé, puis il y en a que j'ai vu déjà depuis une semaine, en tout cas de proprio direct. Mais je suis ici pour vous protéger, puis moi, je vous prodigue comment protéger vos clients en même temps que vous vous protégez. C'est un bon deal, puis je pense que vous ne payez même pas pour être ici. Je ne me plaindrai pas à votre place. Alors, on est rendu à la page 22. Alors, il faut qu'un vice caché rende le bien impropre, impropre à l'usage auquel on le destine. Un drain français qui ne fonctionne pas. J'en ai beaucoup, j'en ai eu beaucoup, j'en ai moins.
eu beaucoup de dossiers de drains français. Alors, faut passer une caméra, puis tout ça. Des fois, c'est déjà tout au dossier. Mais moi, je vais le faire faire, je vais être certain que l'autre s'est pas trompé, que le premier, que que l'acheteur s'est pas trompé, a pris une bonne compagnie, puis ça. Fait que là, moi, je vais refaire faire un autre test avec caméra, puis regardons ça. C'est vrai que c'est épouvantable, mais le client dit, bon, ben, je vais me faire ramasser. Maintenant, la durée de vie, c'est quelle est la durée de vie de votre drain français? Là, je n'ai parlé tantôt, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est la même chose pour tout. Les présomptions. 23, les présomptions. Ça, on arrive, on met les pieds dans la salle de cour. Le juge dit, des bonnes chances que soyez responsable, là, parce qu'une présomption, le code dit, 1716, le vendeur est tenu de délivrer le bien et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. Comme je vous disais tantôt, s'il y a des notaires qui disent « Moi, je ne mets pas la garantie légale », c'est présumé être là pareil. Garantir le droit de propriété, garantir qu'il est chez lui, pas qu'il y a des empiètements. Ça, c'est une autre affaire. J'en ai pas parlé. Les certificats, les fameux certificats de localisation. Je comprends, vous avez dit, j'ai pas besoin de m'occuper de ça, c'est le notaire qui va le faire. Ben, moi, je connais des courtiers qui lisent. En regardant ça, certificat de localisation avant la vente et non pas après. En regardant ça, il empiète. Ah. Alors là, il faut faire des procédures par le notaire, administrative, si ça ne marche pas, il faut aller à la cour, demander une servitude, demander la prescription de 10 ans, comme on parlait tantôt. Ben oui, mais ça fait 10 ans qu'on empiète, donc on est chez nous, etc., etc. Certificat de localisation est important. Plus vous en savez, plus vos clients vont dire « Ah mon Dieu, c'est une proprio directe. Eh mon Dieu, qu'elle en sait donc. » C'est l'information, pas juste vos photos, ces pancartes, l'information que vous prodiguez à vos clients, un par un, qui vont dire « Je peux pas finir ma phrase. Je finirai après. Je l'écoute. » Les arpenteurs, ils font pas des recherches exhaustives. Hein? Non. Non, c'est vrai. On a un gros dossier contre un arpenteur. Il y a une partie de l'immeuble qui est non conforme, puis il a dit que c'était conforme. C'est ça. Et ça, c'est une chose. Moi, j'ai un dossier. J'ai fait une vente à Beaulac. Et sur la propriété que j'ai vendue, mon client a fait sortir pour construire un certificat d'arpentage. Et là, l'arpenteur a dit, ton voisin, il y a des fenêtres illégales, il y a 6 fenêtres, il faut y faire fermer ça. Moi, j'ai, par ricochet, le vendeur à côté de cette maison-là. J'ai vu son certificat de localisation, son acte de vente, et c'est écrit qu'il y a des servitudes pour les fenêtres qui donnent sur le terrain. Et ce monsieur-là me dit, ben, si on est rendu assez vieux, vends-la donc. Je la vends. Et lorsque je suis arrivée chez le notaire, j'ai dit au notaire, les servitudes qui sont là sont bonnes. Oh, j'ai pas besoin de sortir ça. Ben, j'ai dit oui, parce que j'ai dit, le voisin, il était bien construit, puis lui, il y a un certificat qui dit qu'il faut les fermer. Alors moi, j'ai imprimé sur le registre foncier toutes les servitudes depuis 1971. Oh. Et j'ai apporté ça au notaire. Mais le notaire, il est un petit peu mal à l'aise dans son monde. Mais moi, je voulais que celui qui vend et celui qui achète soit sécuritaire. Et c'est là que je me suis aperçue que certains arpenteurs ne vont pas assez loin. J'en ai une autre cause, là, que justement, là, il y a une famille qui avait la terre au complet. Ils ont fait disparaître certaines servitudes lorsqu'ils ont vendu une partie de la propriété. Et là, c'est avec un avocat et un arpenteur qui est allé chercher des choses de 1904
qui était plus en train de se faire. C'est supposé passer vendredi à la cour. Vous me rappelez le cas que je vous ai souligné tantôt, mentionné. Vous rappelez mon client, 14 ans, après qu'il ait acquis son immeuble sur la rue Victoria à Saint-Lambert. Il stationnait chez le voisin. Alors, pour reprendre les paroles de madame, oui, des fois, il y a des arpenteurs qui font pas toutes les recherches. Alors, mon client avait acheté avec un certificat de localisation, puis on lui disait, t'es chez vous. Alors que le bornage, l'arpenteur qui en sait un petit peu plus que les autres, c'est comme ça que j'appelle ça, le bornage, en partant du fleuve Saint-Laurent jusqu'à Saint-Lambert, jusqu'à cette rue-là, a démontré qu'il n'était pas chez lui. Donc, l'arpenteur avait fait une erreur. Est-ce que l'erreur, tous les arpenteurs l'auraient fait, cette erreur-là, ou pas? Ça sera à débattre. Mais l'arpenteur, lorsqu'il a acheté son certificat de localisation, était faux. Vous savez, dans toutes les professions, puis dans la vôtre aussi, il y a des degrés de qualité, puis de travail. Alors, c'est comme ça pour les avocats, les notaires, les arpenteurs, les inspecteurs pré-achat. Alors, il y a toujours un 15 là, de moins compétents. Là. C'est avec eux autres qu'on fait de l'argent, nous autres, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Alors, on ne fait pas de l'argent avec les courtiers ultra compétents. Limitation de garantie légale. On peut l'exclure. Comme je vous disais tantôt, on vend sans garantie légale. Comme je vous disais, on m'a dit la semaine passée que ça se demandait de plus en plus, je ne sais pas, dans vos territoires. Oui? Bon, ben, alors on va vous demander, on ne veut pas être poursuivi en vice caché, on ne veut pas voir d'avocat, on ne veut pas que ça nous coûte... On peut-tu vendre sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur? Et là, habituellement, ce qu'on m'a dit, les statistiques, c'est aux alentours de 8 de moins que le vendeur va obtenir pour sa maison à cause de cette clause-là. Par contre, il n'est pas protégé. Moi, je vois aucun mal à mettre cette clause-là, si votre client le demande. S'il y a des vices cachés, il faut qu'on démontre que votre client vendeur était au courant. On parle du dol. La troisième fois qu'on en parle, vous n'êtes pas pardonné si vous l'oubliez. Alors, 1732 du Code, on est dans le Code civil du Québec, page 24, dernier paragraphe. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets ou l'exclure entièrement. Mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. On parle de la connaissance. Êtes-vous rendu à 10h30, vous? 10h16. 16. Alors, on arrête à 10h30. J'ai un réalisateur ici qui est ici. Bon, page 25. Les conséquences du dol par le vendeur sur la limitation ou l'exclusion de la garantie légale. Fait qu'il vend sans garantie légale, mais il vous dit pas que il y a eu des moisissures au sous-sol, il les a réparées. C'est pas sur la déclaration du vendeur. Il y a personne qui le sait sauf lui. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que 6 mois après, il y a des gens qui, ils sont tannés du J-Proc, on veut mettre de la pierre, j'ai eu des dossiers comme ça, on veut rajouter un autre parement, on veut faire une autre pièce. Puis là, regardons ça, des moisissures, puis tout ça. Puis je reprends l'exemple de tantôt, les enfants commencent à être malades, les parents aussi. Le vendeur savait tout ça. Même si il y a une clause de renonciation, d'absence de garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, si on parvient à savoir qu'il le savait, on le poursuit. Puis de grâce, j'espère qu'il n'a pas dit au courtier, parce que si on apprend ça, on poursuit le courtier pareil. La politique du bureau, je vous dis tout de suite, c'est de poursuivre le moins possible de courtiers. C'est plutôt de les représenter. Parce que si ça se fait, il y a des avocats qui poursuivent des courtiers, ça nous fait un moins bon nom, pour moi en tout cas, pour mon bureau, pour mon équipe, de poursuivre des courtiers. Si on doit le faire, oui, on va le faire, mais habituellement, on refuse de poursuivre des courtiers.
On les défend. Une courtière, justement, un immeuble à Longueuil. Et elle est poursuivie personnellement. Elle a vendu un duplex. Puis là, ça s'est avéré qu'il y avait des moisissures. Puis, il y en a pour une 50aine de $1000. Elle est poursuivie en vice caché. Elle a vendu sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, la chanceuse. Alors, on la défend, ça va bien. Puis, après ça, on reçoit une autre poursuite. Qu'est-ce que c'est ça? Ils poursuivent son agence. Ils disent, c'est une courtière immobilière, mais elle l'a pas vendu en tant que courtière. Elle l'a vendu en tant que personnellement, elle a vendu son duplex sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur. Puis là, l'autre côté, il y a un problème. C'est un beau dossier. Il y a des moisissures d'un mur, mais elle n'a jamais habité. Il y en a qui font ça, hein. Ils achètent, ils n'habitent pas, ils louent. Fait, allez donc leur reprocher de savoir si personne ne leur a dit que dans les murs, il y avait des moisissures. Alors, nous, ça part bien. Mais là, on a reçu une poursuite. Puis là, c'est la Farcic qui est là-dedans. Ils poursuivent son agence, puis ils poursuivent la Farcic. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va aller. Il n'y a aucun rapport. Elle n'a pas agi en tant que courtier immobilier. Il n'y a aucun rapport. Alors, on essaye d'avoir... C'est un avocat qui essaye d'avoir plusieurs personnes alentour de la table. Il sait qu'il n'y a pas un bon dossier. Puis il dit, ils vont se fatiguer, ils vont m'offrir un bon montant à un moment donné. Il a frappé un nœud avec moi, puis il a frappé un nœud, je pense, avec la Farcic, parce qu'on travaille avec eux. C'est nous qui avons fait les rapports d'experts. Eux en ont pas fait. Ils sont servis des nôtres. On a été gentils. Alors, on n'a pas besoin de... La Farcic n'a pas besoin de faire des rapports d'experts, sinon on en fait faire, puis qui sont bons, puis qui démontrent qu'en aucun temps, n'oubliez pas que l'expert l'écrit, en aucun temps la vendeuse aurait été au courant, si, à moins qu'on lui ait dit. Tu sais, elle ne pouvait pas les voir. Il y a une question. Oui, madame. Est-ce qu'elle était représentée par l'agence? Elle n'a pas vendu comme courtier. Bon, ben, comment est-ce qu'ils peuvent poursuivre l'agence? Il n'y avait pas d'agence. Vous avez entièrement... votre question est très justifiée. Je peux avoir plus de monde alentour de la table pour avoir une offre de règlement. Mais je pense qu'on en a discuté au bureau, parce que moi, je délègue mes dossiers à d'autres avocats. Sinon, j'aurais pas le temps d'être ici, puis d'ailleurs, puis tout ça. Fait que là, j'ai une équipe. Je suis pas tout seul. Et dans ce cas-là, on parlait d'une offre de règlement. Farcic et nous, on commencerait, puis on serait pas loin de la fin, à 3 000. C'est un dossier de 46 000, je pense. Ben oui, mais il y a des avocats qui poursuivent. Ils disent, l'autre côté, ça m'est arrivé une fois, le client reçoit une mise en demeure, il dit, moi, je veux pas être poursuivi. Il dit, combien ça coûte? Ben, ça coûte pas loin de 50 000. Qui vous réclame? Il dit, appelez-leur, dites-leur que je paye. Il y a du monde de même. Et, fait que là, il y en a qui pensent qu'en poursuivant, ça va faire une pression, on va se mettre à genoux, on va faire une belle offre de règlement pour acheter la paix, tout ça. C'est plus comme ça. Ça l'a peut-être déjà été, mais ça ne l'est plus. Les gens maintiennent leur point. Pourquoi ils paieraient pour rien? Il y en a souvent qui disent, j'aime autant vous payez vous que de payer l'autre côté, qu'il n'y en a pas de vice, puis qu'il a exagéré les factures, etc., etc. Il y a des gens comme ça. Bien, on arrive encore à répéter, à la page 26, un pédagogue doit répéter, hein, pour que ça vous reste en tête. Alors, les 5 conditions du vice grave, pas connues de l'acheteur au moment de la vente, ne doit pas être apparent. Ce qui est apparent, c'est l'inspecteur pré-achat qui va le dire. Puis là, c'est une autre affaire. On parlait de ça avec madame tantôt. Madame, elle me dit, des fois, on demande l'inspection pré-achat, puis ils nous le donnent pas. Ben oui, mais, tu sais, l'inspection pré-achat, des fois, ça dit à l'acheteur, faut aller plus loin pour l'électricité. Faut vérifier encore plus loin pour... Mais regardons ça, il y a des odeurs en bas, peut-être un test d'air, quelque chose comme ça. Puis moi, je vous le dis, la plupart des acheteurs, ça lit pas ça. Il y en a qui m'ont dit, j'ai jamais lu ça, moi. Ou ils veulent pas. Mais j'ai regardé à la page 14, puis il y a même une photo, regardons ça. Ça dit qu'il y avait des moisissures dans le coin gauche, en bas, dans la chambre,
Puis là, vous venez me voir pour un dossier de 40 000 de moisissure 6 mois après. Vous en rappelez-vous de ça? Je n'ai jamais lu ça, même. Vous devez vous assurer que vos clients ont lu ça. Puis, regardons, il faut aller plus loin. Il y a des moisissures dans le sol. Il faut aller vérifier. Sinon, dans 6 mois, tu vas aller voir un avocat, il va te dire, il n'y a pas de recours. On vous avait dit d'aller vérifier. On vous avait dit qu'il y en avait. Puis des fois, c'est écrit en petit, hein. J'en lis des rapports, là. Alors, existait antérieurement à la vente. Le vice doit avoir été dénoncé par l'acheteur. Puis là, on reprend tout au détail. Qu'est-ce qu'un vice grave? Ensuite, on va discuter des... Je vous dis ce qui s'en vient, là. Des présomptions. Aussi, il y a la passation de titre. Petit cas de jurisprudence. Puis on a terminé. Alors, on va prendre une pause de 15 minutes. Page 27, les vices cachés. Le vice doit être grave. Ça veut dire quoi? Être grave, rendre impropre à l'usage auquel on destinait le bien. Par exemple, présence de moisissure, vous avez un bel exemple ici, ou de contamination fongique, empêchant l'acheteur d'utiliser une partie de l'immeuble. Comme exemple, des cas que j'ai eus, un dernier cas que j'ai plaidé au mois de décembre, tantôt j'ai commencé à vous en parler, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le district d'Iberville, l'autre côté de la rivière, et tout le sous-sol était contaminé. Il y avait 3 enfants, ils ne pouvaient pas y aller. Ils ont été privés du sous-sol. Durant toute la partie du dossier jusqu'au procès, parce qu'oubliez pas une chose, quand ça coûte 100, puis 200, puis 300 000 je dis au client, pas fort, avez-vous l'argent de payer ça? Non. Fait que si je ne gagne pas ma cause, puis qu'on n'est pas payé, alors il est pris avec des vices de 100, 200, 300, ou d'autres de 50 000. Alors, mon travail, c'est de récupérer l'argent pour qu'il fasse au moins les correctifs et qu'il rende la maison potable, vivable, j'allais dire vendable par vous autres. À la problématique de drain français, cause d'égout et des odeurs nauséabondes, infiltration d'eau à la toiture ou au sol. Alors, ou diminuer tellement son utilité que l'acheteur, il y en a beaucoup, on dit ça dans nos lettres, il y en a pour 75 000, il a payé sa maison 150 000. S'il y avait ça, il ne l'aurait pas acheté. Fait qu'il arrive devant le juge, monsieur le juge, j'aurais jamais acheté ça. Fait que là, on demande l'annulation de la vente, des dommages d'intérêt. Dans le cas où le vendeur était au courant, on demande des dommages d'intérêt avec, je le répète, perte de jouissance d'une pièce ou d'un étage. Ensuite, ennui inconvénient, perte de temps. J'ai eu une petite madame à Longueuil, psychothérapeute, une histoire comme ça. Tu sais, des fois, ils disent des titres, on ne sait pas c'est quoi. Elle avait 40 pages de notes. J'ai dit aux clients, quand ils arrivent, les clients victimes, je dis, prenez un livre, écrivez toutes vos démarches. Ah, j'ai rencontré l'avocat de midi à 15 heures, tel jour, telle date, telle heure. Ça, c'est de la perte de temps. J'ai rencontré 3 experts qui sont venus. Hey, ça a pris pour la test d'air, ça a pris un avant-midi. Ensuite, pour ouvrir les murs, constater les moisissures, ça a pris une journée. Ma plus longue expertise, ça a été 6 heures de temps. J'étais avec l'expert, ils ont commandé le lunch, ça a commencé à 5 heures, on a fini à 11 heures. Il y a eu au moins une centaine de percées dans les murs. Il dit, Daniel, c'est contaminé partout. On parlait d'au-dessus de 100 000. Pas loin de Belleuil, là, Autoburn Park, je me rappellerai toujours. Puis, ma plus longue expertise, parce que je vais avec mon expert, puis là, il me montre ça. Puis quand vous arrivez à plaider, puis je me rappelle, ben oui, vous posez des questions par cœur sur son rapport. Alors, ils ont décidé de ne pas continuer parce qu'il n'y avait pas les moyens. Donc, si les gens n'ont pas les moyens de faire les travaux, ils comptent sur l'avocat pour aller chercher l'argent pour faire les travaux. Sinon, faillite, séparation, quand tu n'as plus d'argent dans le couple, ils se séparent. Faillite, séparation,
Tout le reste. À Saint-Jérôme. Je le dis, là, ça me fait encore de la peine, un suicide à cause de la situation de la maison, qui était vraiment... Il n'avait pour je ne sais pas combien de milliers de dollars, c'était faramineux. La madame a décidé de ne pas faire face à ça. Ça fait plusieurs années de ça. Ça, c'est important. Puis ça, dans mes dossiers, c'est là que je les attrape souvent, les confrères, l'autre côté, ou les parties. Le vice doit être connu de l'acheteur n'est pas un vice caché. Seul le vice dont l'exigence est ignorée par l'acheteur peut être qualifié de vice caché. Puis le législateur a dit que le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires, même des thermopompes, même des cabanons pourris, sont lors de la vente exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix s'il les avait connus. Alors, il y a beaucoup de débats. Souvent, les arguments des parties adverses, quand on représente l'acheteur, disent « c'était apparent ». Fait que là, il y a un débat, c'était-tu apparent? Ou ça l'était-tu pas? Et moi, ceux d'un sol, c'est-tu apparent ou ça ne l'est pas? La plupart du temps, dans mes dossiers, ça ne l'est pas du tout. 2.2.2, 29, page 29. Le vice connu est celui dont l'acheteur possède une connaissance réelle, c'est-à-dire qu'il est subjectivement connu par l'acheteur. Cette connaissance s'acquiert notamment par l'entremise d'une dénonciation, on en parlait avec la petite madame ici, verbale, à proscrire. Cette dénonciation est à proscrire et les courtiers immobiliers devraient inciter pour que les vendeurs dénoncent les vices par écrit. Oui, tu sais, surtout dans les banlieues. À Montréal, non, on se parle plus, on s'écrit. Alors, dans les banlieues, les gens s'appellent « Hey, j'ai un vice caché, tu m'avais pas dit ça, que telle chose. » Alors, mais il faut que ça soit consacré par écrit. Je reviens à mon dossier tantôt du courtier en immobilier. Courtier immobilier, dans Hochelaga, Maisonneuve, il avait dénoncé verbalement, puis il était venu me voir un an après. J'ai pris le dossier, il n'y a jamais eu de dénonciation écrite, puis on a réglé une histoire de 115, 120 000. On a réglé ça pour 90 000. Quand on travaille des dossiers, on se rend compte que nos connaissances, puis vous, c'est pareil, avec... vous négociez avec un courtier une propriété à côté ici. Vous savez la vraie valeur. Vous avez pris 10 comparables. Vous savez combien ça vaut. Vous avez fait vraiment une bonne étude du dossier. Lui, il n'en a pas fait. Fait que là, vous avez un avantage. Vous en savez plus que lui. Aujourd'hui, vous allez sortir d'ici, vous allez avoir un avantage supplémentaire dans votre background, dans votre expertise. Vous allez en savoir plus en vice caché, ce que la plupart des courtiers savent. Alors, moi, je ne vous lirai pas chaque ligne qu'il y a là-dedans. Là. Je vais au plus important. Alors, par écrit, formulaire de déclaration du vendeur sur l'immeuble, par un tiers, connaissance personnelle, par une visite des lieux. N'oubliez pas le prudent et diligent. Vous faites visiter une maison de 400 000, ça ne devrait pas prendre 20 minutes, là. Ça devrait prendre un peu plus de temps pour que votre client soit conscient de la qualité de l'immeuble. Ensuite, avec l'expression pré-achat, vous y allez. Il y a des courtiers qui m'ont dit qu'ils sont toujours là au moment de l'inspection pré-achat avec le client. Ça fait que vous êtes 3 au moins. Vous ne laissez rien passer. Alors, page 30... Le vice devrait pas être était pas apparent au moment de la vente. Lorsque l'inspecteur pré-achat a passé, vous avez passé, vos clients, alors ça c'est bien beau, il n'y a pas d'odeur. Vous n'êtes pas allé voir
il y a des places, on m'a dit un dossier, l'inspecteur préachat ne pouvait pas aller voir l'entretoit. Mais j'ai dit, comment est-ce qu'ils l'ont fait? Comment est-ce qu'ils sont sortis de là? Faire l'entretoit, puis les structures. J'ai dit, comment est-ce qu'ils sont sortis de là? Il y a une trappe quelque part. Alors, l'inspecteur préachat, il faut s'assurer qu'il voit tout ce qu'il peut voir. Sinon, on va dire, c'était apparent. Puis, excusez-moi, c'est apparent, puis votre inspecteur préachat l'a pas vu, il a fait une erreur. Fait que là, nous autres, on se gratte la tête. Dis-moi pas, il faut poursuivre l'inspecteur préachat de notre propre client parce qu'il n'a pas vu quelque chose. Donc, notre client est poursuivi, disons que c'est le vendeur, en vice caché. Puis ensuite, on nous dit c'était apparent, c'est l'inspecteur qui n'a pas été le voir. Si on est poursuivi, c'est à cause du travail de l'inspecteur qui a été incompétent ou négligent ou paresseux, qui n'a pas été voir dans l'entretoit. Moi, je parle d'un cas que je suis cette semaine, là. Puis je représente l'inspecteur préachat. Et fait que là, il fallait que l'inspecteur préachat aille voir dans l'entretoit. S'il ne peut pas, il fait quoi? Tantôt, on l'a dit. On réclige une clause. Bon, ben l'inspecteur préachat, il dit, j'ai un inspecteur préachat. Je ne peux pas aller voir dans l'entretoit, donc je ne peux pas être tenu responsable de cette partie-là. Là, il se protège. Enfin, je dois protéger tout le monde, j'aurai plus de cause. Bon. Page suivante, 31. Il ne devait pas être apparent au moment de la vente. Tout ce qui est apparent, on oublie ça. Ça, c'est de... ça, c'est de l'ordre. Ça, c'est de la compétence de l'inspecteur préachat. Tout ce qui est apparent. Il y en a peut-être qui vont penser, ça va jusqu'où, ça, être apparent? Il y a des traces, je l'ai dit tantôt, de moisissure au sol, puis l'inspecteur regarde ça, puis c'est pas grand-chose. Non, mais à ce moment-là, il peut écrire une clause disant, moi, je recommande qu'on ouvre tel mur. Puis si les vendeurs veulent pas, bien-temps, on s'en va voir d'autres maisons. Alors, on va ouvrir ça juste pour voir. Ou on va demander à un expert qui vienne faire des percées, des ouvertures. Ils prennent leur drill, font des ouvertures, puis ils ont une petite caméra avec une lumière, puis ils vont regarder en arrière. Ils ne sont pas obligés d'arracher le mur. Alors, ils peuvent recommander ça. Mais s'ils ne le font pas, l'acheteur peut dire, ben moi, je ne savais pas. J'avais juste un petit peu de moisissure. Je ne savais pas qu'il y en avait des murs. Oui, mais l'inspecteur préachat t'a écrit, il fallait que tu regardes. Dans ce mur-là, il fallait que tu pousses un peu plus l'expertise, tu engages quelqu'un d'autre, puis tu ne l'as pas fait. Ça, c'est des recommandations de l'inspection préachat. Alors, c'est la question dont on parlait tantôt. Levez-vous pas? Est-ce qu'on s'en fout? Pas moi qui va être poursuivi, c'est mes clients. Mais c'est un atout pour vous, je dirais. C'est un atout pour vous d'avoir le rapport d'inspection préachat. Vous dites, hey, un instant, tu veux qu'on fasse une levée de conditions, on accepte les conditions, l'inspection préachat, mais regarde, il y a 3 places qui ça dit, va voir plus loin, engage quelqu'un pour... Tu le fais pas? Non. Parfait, signe-moi un document comme quoi tu le fais pas, je ne vais pas être trouvé responsable. Vous en êtes rendu là. Plus je vous dis de faire des bonnes choses, moins vous risquez de m'appeler. C'est pas à mon avantage. Alors, ça ne devait pas être apparent au moment de la vente. On répète ça souvent. Le vice, on doit prouver qu'il était antérieur à la vente. Alors, les moisissures, j'en ai parlé tantôt, je reviens là-dessus. Il est impossible de prévoir l'âge de moisissure. Tantôt, je parlais de mérule pleureuse. Qui va dire, hey, ça fait 5 jours, 5 semaines, 5 mois, 5 ans que c'est là? Alors moi, à la cour, je dirais, ce juge, moi, je représente le vendeur, le couple. Ici, pas loin, à Sainte-Sophie. Puis, il faut qu'il me prouve que la mérule pleureuse origine de facteurs qui existaient au moment de la vente. Bonne chance.
bonne chance à l'acheteur de démontrer l'âge des bactéries. Donc, des causes comme ça se termine fort. Celle dont je vous parle, à Sainte-Sophie, que je suis allé voir avec mon expert, c'est lui qui avait trouvé la murule pleureuse en dessous des escaliers qui menaient au sous-sol. On a essayé, c'est rare, une conférence de règlement à l'amiable à Saint-Jérôme. C'est une côte du district de Saint-Jérôme, district judiciaire. Alors, ça n'a pas fonctionné. Tu sais, c'était une affaire de 70 000. Puis là, mes clients, tu sais, sont pas riches, puis tout ça. Puis il aurait été prêt à un 8-9 000, puis l'autre aussi. Je pense que le total des... On est trois là-dedans. Le total, on était prêt à offrir 15 000. Même le juge nous a regardé. Quoi? 15 000? Mais ils n'ont pas d'argent, monsieur le juge. On fait quoi? Fait que là, allez-vous-en chez vous. Continuez les procédures. Préférez payer les avocats. Mes clients m'ont dit oui. On ne peut pas monter plus que 5 000. On est 3. Ça va faire un beau 15 000 sur 70. Alors, ça a été refusé. Là, on continue le dossier. Comme l'âge des moisissures ne peuvent pas être déterminés, la jurisprudence, est-ce qu'elle a le droit des montants dans certains cas? Bien, s'ils ne sont pas capables de nous démontrer que les moisissures étaient là avant qu'ils achètent, ils n'ont pas de cause. Ils n'ont pas de cause. Donc, techniquement, il y a très peu de gens qui ont des jugements avec gain de cause lorsque c'est relié à la moisissure. Si je fais le lien de tout ça. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Puis je ne l'avais jamais constaté, madame. C'est un petit peu vrai. Mais il y a des causes où vraiment, là, des infiltrations d'eau, là, on roule l'entretoit, là, puis on sait que ça fait des années, puis tout ça, puis ça a coulé partout, puis même si le vendeur ne le savait pas. Alors, là, on peut déterminer que, monsieur le juge, ça fait plus que 2 ans, puis mes clients, ils ont acheté, ils ont vendu il y a 2 ans. Ça, c'est Louis, hein? Oui, c'est ça. Madame me montre mérule pleureuse. Je vous le dis, après avoir mangé, pas en mangeant, pas avant. Alors, page 36, parce que là, comme vous pouvez le réaliser, j'ai parlé de choses dans le futur. Dans le passé, tantôt, j'ai parlé de choses dans le futur. Alors, c'est pour ça que je ne reviens pas là-dessus. Je glisse là-dessus pour ne pas vous répéter une 3e ou une 4e fois. Alors, je suis rendu à la page 36. Comme on parlait avec madame ici tantôt, l'acheteur 1739 du Code civil du Québec, l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir lorsque le vice apparaît graduellement du jour où l'acheteur a pu soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il faut dénoncer le vice, comme on en a parlé tantôt. On a 6 à 8 mois pour le dénoncer. Et pour faire notre poursuite, on a 3 ans à compter de la dénonciation. C'est le 18 septembre 2019, rajouter 3 ans. C'est le délai qu'ont les gens qui sont affectés d'un vice caché pour poursuivre. Pas à compter du 6 à 8 mois, à compter du jour où ils découvrent. 3 ans. Ça, je vous le dis, c'est fatal. On ne peut pas dire, monsieur le juge, on ne savait pas, puis ça a pris 3 ans et demi. Non, non. C'est 3 ans. C'est toujours mes premières questions. Quand avez-vous constaté votre vice? Premièrement, faut commencer par ça. Quand avez-vous constaté votre vice? Ensuite, lesquels vices? Avez-vous dénoncé? On va dénoncer pour vous. Des fois, si ça fait 8-9 mois, tout de suite, je me mets à écrire l'avis de dénonciation devant le client ou la cliente, si elle a ses rapports d'experts. Si elle les a pas, on va écrire les vices, on envoie l'avis de dénonciation, puis après ça, on viendra avec des rapports d'experts. Juste pour sauvegarder nos délais. Alors là, je vais dans les détails. 37.
Et là, le deuxième réflexe, après avoir demandé quels sont les vices, combien il y en a, rapport d'expert ou pas, en certains cas, je dis, madame, monsieur, je vais me déplacer, je vais aller voir vos vices. Moi, je vais faire la liste, puis je vais dénoncer. Dans certains cas, là. Mais ici, lorsqu'une deuxième question, alors là, vous avez acheté, vous recevez, je suis en défense, un avis de dénonciation. Il y en a pour 70 000. Fait que là, vous l'avez acheté quand, vous, la maison? Ça fait 2 ans. Souvent, c'est du récent. Bon, bien, nous, il va falloir déterminer que le vice a commencé avant 2 ans pour embarquer avec nous, dans notre beau groupe, le vendeur qui nous a vendu. On espère toujours avec garantie légale, parce que sans garantie légale, ça complique un peu. Parce qu'il faut que je prouve la connaissance. Fait que là, on va poursuivre celui qui vous a vendu. Il y a un problème de fondation, ça semble être avoir dégénéré depuis longtemps, depuis plus que 2 ans. Mon expert va nous le dire, M. Tétrault, Mario va nous le dire, et on va regarder en arrière de nous qui nous a vendu. Ah, regardons ça. Même si c'est des successions, on tape dessus. Alors, monsieur, madame nous a vendu, tout ça. Encore la question, ils ont-tu de l'argent? Ben oui, j'en ai un cas. Lui, il est médecin spécialiste, il fait 600-700 000 par année, elle aussi, en tout cas. Bon, ben c'est parfait. On appelle la garantie les vendeurs pour avoir plus de monde dans l'entour de la table et pour transférer, essayer de transférer notre responsabilité. Ben oui, mais le vice a commencé quand les 2 docteurs, les 2 médecins étaient propriétaires. Moi, j'essaie d'orienter la responsabilité vers quelqu'un d'autre. L'inspecteur PHA que j'ai rencontré cette semaine, j'essaie d'orienter la responsabilité vers ses clients. Il y a un bon rapport, puis tout ça. Puis là, je pose 15 questions à l'avocat parce que la mise en demeure, elle a 3 pages, aucune annexe, aucun rapport d'expert, aucun estimé, aucune photo, encore moins. Alors là, je demande à l'avocat, avec 15 questions, peux-tu m'envoyer une copie de l'acte de vente? On va le faire travailler un peu. Promesse d'achat, les modifications, déclaration du vendeur. Là, tu dis que 5 vices. J'ai aucune preuve. Envoie-moi une preuve des vices, avec rapport d'expert, estimé, tout ça. Fait que là, il va mal gérer son dîner quand tu vas voir. Moi, j'ai 15 demandes à lui faire. Avant de donner une opinion à mes clients, il me faut des documents. Après ça, on y va avec des contre-expertises, contre-estimés. Bon, dénoncer dans un délai raisonnable. Je suis rendu à 39. Il y a plusieurs choses que je vous ai dites. Tu sais, rendu à 3 ou 4 fois que je vous répète, là, me semble que c'est assez. Les obligations de l'acheteur constatent le vice. Une question, M. Price. Allez-y donc, madame. On est capable de quantifier le nombre de transactions immobilières qu'il y a par année. Est-ce qu'on est capable de quantifier le nombre d'actions qui sont prises ou intentées en risque caché? Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas. Mais moi, je vous dis, là, quand on va à la cour, là, le tiers des rôles, là, c'est ça. Après ça, c'est les banques qui prennent les maisons. Après ça, c'est tu me dois tant. Ils ne payent pas, on le poursuit. Il n'y a pas rien de quantifié qu'on pourrait dire, mais c'est un pourcentage de transactions. Moi, je dis à peu près 33 et un tiers % des rôles, des causes. Mais on ne sait pas combien il y a de rôles, donc on ne peut pas le quantifier. Combien est-ce qu'il y a de palais de justice au Québec? Oui, c'est ça. OK, bon, bien, bien, merci. La question de la prescription, je viens d'en parler, c'est 3 ans à compter du constat du premier vice. Présomption légale. Le vendeur professionnel, vous ne faites pas partie des vendeurs professionnels. Donc, si vous vendez votre bungalow demain matin, ils ne peuvent pas dire « Tu t'es présumé connaître les vices parce que tu es courtier immobilier ». Ils ne peuvent pas dire ça. Ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui que vous entendez.
Présomption légale en matière de vice caché. On parle de l'entrepreneur. Alors, ici, je suis à la page 45, 2.3. Au milieu de la page, le vendeur entrepreneur est assimilé au fabricant auquel s'applique la disposition de 1729. Alors, il y a une présomption comme quoi on dit les tribunaux lui ont étendu la présomption de connaissance. Il vend quelque chose, il est au courant parce qu'il est entrepreneur. Vendeur-entrepreneur, par ses activités, émite effectivement un vendeur déjà soumis à la présomption. Pour la construction des meubles, le vendeur-entrepreneur n'est autre chose qu'un fabricant. Alors là, il y a une présomption. Il arrive à la cour, on dit « Ah! Tu connais, tu étais responsable des vices cachés. » Alors lui, il faut qu'il dise, pour toutes sortes de raisons, absolument pas, on n'a jamais vu ça, monsieur le juge, on ne le savait pas, je vais faire témoigner 15 employés. Alors c'est à lui à faire la preuve, il y a un fardeau sur son épaule, de dire qu'on ne peut pas présumer qu'il est responsable.